Normalement, tu dois le voir. Tu le vois? Pas encore. Ça y est. Parfait. Bonsoir les amis. Donc, comme d'habitude, quand on fait un live, nous prenons quelques minutes pour laisser les gens arriver et pour partager massivement. Donc, s'il vous plaît, partagez massivement. Pendant que je partage, Sébastien va vous présenter Xavier Hofer. Je te laisse la parole, Sébastien. Bonsoir à tous, je fais ça, je partage sur la page bien évidemment de 4 piliers, sur mes pages publiques, c'est fait. On partage aussi chez nos amis de Bruxit qui demandent la fin de la technocratie bruxelloise et également sur notre groupe Laissez faire les Français. Allez, c'est fait. Nos amis du Bruxit, on y va. On a la chance d'avoir avec nous ce soir les amis, donc c'est Sébastien, on a la chance d'avoir avec nous Xavier Hofer. Cette soirée, elle sera consacrée à la question de l'insécurité au sens large. On avait mis un titre au début, c'était la France orange mécanique. On avait repris le terme de notre ami Laurent Auberton, qui est avec nous ce soir, mais qu'on pourra inviter à une autre émission. On avait beaucoup reparlé de la France d'orange mécanique cet été sur fond de criminalité galopante. On avait fait une vidéo sur le sujet. Et puis est ressorti, bien évidemment, il n'avait jamais disparu, mais dans l'actualité, la question du terrorisme. Donc, l'idée de cette soirée, c'est à partir de la question du terrorisme, d'élargir et de parler de manière générale de l'insécurité en France. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit récemment, on l'a dit dans des lives entre nous, je l'ai dit dans une tribune d'Atlantico, on ne peut pas séparer la question du terrorisme et de ce qui s'est passé à Conflans, pour nous, de trois sujets et trois intervenants qui vont venir discuter avec nous ce soir. Premier sujet, c'est bien évidemment l'insécurité et la criminalité, puisque c'est sur ce terreau-là que le terrorisme prospère aussi. Et on aura avec nous donc Xavier Hofer. Xavier Hofer qui est docteur en géographie géopolitique, criminologue, essayiste très connu, très présent dans les médias, enseignant en France au CNAM, à la George Mason University aux États-Unis, également à Shanghai. Il a signé des livres seul ou coécrit avec Alain Boer. Il est bien connu sur ces questions-là depuis près de 30 ans. Donc, la question de l'insécurité vraiment avec Xavier pour bien comprendre les sources du terrorisme. Et puis, pour nous, on ne peut pas séparer la question du terrorisme de la question de notre politique migratoire, de la politique en matière d'immigration et également d'assimilation de nos jeunes. Et on aura avec nous Stella Kamna, qu'on voit de plus en plus dans les médias aussi s'exprimer sur ces questions-là. Elle est jeune, elle est passée récemment sur Sud Radio assez souvent aussi, et elle est très présente sur les réseaux sociaux aussi. Elle sera avec nous pour nous parler de pourquoi il y a tant de problèmes avec une certaine jeunesse immigrée. Hein. Et puis, dans une dernière partie, on considère aussi que, et ce serait une des parties aussi de la riposte à l'islamisme, elle se situe au niveau de l'éducation et de la culture, du respect de la laïcité. Et on aura avec nous Laurence David, qui est une enseignante, mais qui écrit souvent aussi sur les questions de laïcité, notamment dans Causeur, on l'a vu aussi dans les médias, sur Sud Radio. Elle viendra nous expliquer comment l'islamisme, en réalité, de manière subrepticement, en fait, s'est infiltré dans les failles de la laïcité en France et de l'école, et comment on peut résister à cette pression des islamistes à l'école et au-delà dans le monde culturel. Voilà. Je crois que tout le monde arrive progressivement. Loïc, est-ce qu'on a de la gauche Mathieu et de Mike? Pour l'instant, je vais couper ton micro, toujours. Alors, donc, les amis, ceux qui sont en train de nous regarder, vous pouvez nous poser des questions en direct. C'est vraiment quelque chose que vous devez faire dès que vous avez une question depuis mon profil, le profil Loïc Roussel sur Facebook. Quand vous posez la question, elle va apparaître et je pourrai la lire. Donc, je ne pourrai pas forcément lire toutes les questions, mais n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à partager. On compte sur vous. Sébastien, je te laisse commencer. Je partage encore un peu. Oui, on va attendre encore. J'ai le micro là. On va encore attendre 1-2 minutes que les gens arrivent. Je vois qu'il y a des connaissances qui viennent. Mike, Cédric, Laurent, ça arrive. Écoute, on va commencer. Donc, on va commencer avec malheureusement ce dernier attentat terroriste. On avait déjà fait un premier live citoyen. On n'avait parlé que du terrorisme. Aujourd'hui, on a compris l'idée, c'est vraiment d'élargir, de comprendre en s'intéressant à la criminalité, à l'insécurité, aux difficultés d'intégration des jeunesses immigrées et à la laïcité et la question éducative. Comment on en est arrivé là? Parce
que je voudrais, c'est commencer de manière très simple avec toi, Xavier. Tutoiement de rigueur hein, ce soir sur les lives citoyens, c'est l'approche habituelle. Je voudrais, Xavier, qu'on commence avec toi pour faire le point sur la lutte antiterroriste, ce qui a été fait ces dernières années, comment on a pu être surpris à nouveau par cette attaque. Beaucoup de spécialistes nous disent qu'il n'y a aucun problème au niveau de l'antiterrorisme, on a tout ce qu'il faut, mais le sujet se situe ailleurs. Toi, quelle est ta vision holistique d'ensemble de la lutte contre le terrorisme par rapport à ces autres questions et notamment à ta spécialité qui est la criminalité? Alors, au début de la décennie 2010, on a vu émerger un problème qui était celui inévitable à la suite de la fin de l'ordre bipolaire du monde quand l'Union soviétique a disparu. On est entré dans une période de désordre mondial. Nous avons quitté un ordre mondial bipolaire qui n'était pas très sympathique parce que la garantie de l'ordre était naturellement le feu nucléaire, mais au moins pendant 44 ans en Europe, on n'a pas vu un char d'assaut bouger, on n'a pas vu un des deux blocs s'attaquer à l'autre puisqu'il y avait cette espèce d'équilibre de la terreur. Depuis, naturellement, comme un ordre a disparu, un désordre est arrivé et le désordre a eu comme conséquence, et on l'a vu très vite, le fait que le crime organisé d'un côté et le terrorisme de l'autre, qui du temps de la guerre froide évoluait dans des mondes à peu près totalement séparés. D'un côté, il y avait des terroristes et qui voulaient faire la révolution, qui voulaient remplacer un ordre politique par un autre ordre politique, qui voulaient récupérer des territoires, comme c'était le cas en Irlande du Nord, comme c'était le cas au Pays Basque, comme c'était le cas en Corse, etc. Et d'un autre côté, il y avait des gens qui étaient dans une logique d'enrichissement, qui voulaient avoir beaucoup de fric sans aller à l'usine visser des boulons. Donc, il y avait ces deux optiques-là qui étaient totalement différentes et séparées. Et très vite, après la fin de la guerre froide, on a vu que les deux scènes, la scène du crime organisé et la scène du terrorisme, s'étaient trouvées basculées sur une seule et même scène, avaient été précipitées sur une seule et même scène, et on a vu des hybridations se produire. La première et la plus célèbre, juste après la fin de la guerre froide, en 1992, a été de voir l'archétype absolu de la société criminelle, c'est-à-dire la mafia sicilienne, se servir, chose qu'elle n'avait jamais fait jusqu'alors, des armes du terrorisme et tuer des magistrats avec des bombes. Le juge Falcone et le juge Borsellino ont été tués ainsi par des méthodes qui, auparavant, auraient relevé de la technique des brigades rouges ou de groupes idéologiques ou politiques comme ça. Alors, naturellement, cette espèce de logique nouvelle d'hybridation entre les criminels et les terroristes, elle a mis du temps à se répandre un peu partout en Europe, et chez nous, c'est arrivé en 2012, et le temps que ça arrive jusqu'au plus bas du monde, des petits voyous, des banlieues, etc., quand on a vu pour la première fois un individu issu du monde de la délinquance, un individu qui auparavant était un petit braqueur et un petit malfaiteur de droit commun, Mohamed Merah, se lancer dans une espèce de croisade abominable visant d'abord à tuer des soldats français, puisque selon son idéologie délirante, il tuait des gens qui eux-mêmes tuaient des musulmans, notamment sur le continent africain, et après ça, s'en prendre aux parents et aux enfants d'une école juive, pensant ainsi dans son délire, mais délire idéologique, hein. Ce garçon était saint d'esprit, s'en prendre à ceux qui tuaient des enfants palestiniens en Palestine, c'est-à-dire des gens qui étaient entrant à ce moment-là dans une école juive de Toulouse, aux Aratora. Donc depuis 2012, la France n'a connu de problème d'ordre terroriste interne, c'est-à-dire des gens qui à l'intérieur de la France ont fait couler le sang, tous à une exception près, qui est un garçon qui est jugé en ce moment, qui s'appelle Glam, de son nom de famille, qui est en train d'être jugé pour une tentative d'attentat sur une église de Villejuif et d'avoir tué une femme dont il voulait voler la voiture. Donc, en dehors de cet individu-là, qui est un peu l'exception qui confirme la règle,
tous les voyous qu'on a eus, et le Tchétchène qui a coupé la tête du professeur la semaine passée n'échappe pas à cette règle, devenir d'un monde de la délinquance. Donc, naturellement, non pas brutalement, parce que, pour employer une expression familière, ça nous pendait au nez depuis 1992-1993 et les premiers cas précis, concrets d'hybridation. Le renseignement intérieur s'est trouvé précipité lui aussi d'un monde dans un autre, et lui qui auparavant en matière d'islamisme s'intéressait plutôt aux grands seigneurs du salafisme comme Oussama Bin Laden, etc., s'est trouvé obligé d'être confronté à des racailles, à des petits voyous de cité qui s'étaient réislamisés. C'est notre grande difficulté, et l'acte de ce garçon tchétchène d'une vingtaine d'années la semaine passée montre que la capacité des services de police et de renseignement de détecter à temps, en temps utile, avant que le sang n'ait coulé, le passage à l'acte, la capacité de passer à l'acte d'individus de cette nature n'est pas encore résolue. Voilà la situation en termes clairs. Quand on aura résolu cette situation, c'est-à-dire non pas de s'attaquer à des grandes organisations, car il n'y en a plus. Pour l'essentiel, on peut estimer à l'heure actuelle qu'à 99%, la répétition d'un acte du style le Bataclan le 13 novembre 2015 est impossible en France. Maintenant, ce qui n'est encore possible, c'est de voir des individus dans le secret de leur cerveau nourrir le dessein du passage à l'acte, trouver 2-3 appuis autour d'eux, mais pas les appuis d'une organisation à proprement parler, et après ça, se lancer dans la tuerie. On n'a pas encore réussi à régler ce problème-là. Alors, j'ai une question d'un spectateur, Cédric, que je salue. Il demande si, d'après vous, Xavier, la constitution d'un tribunal international, une sorte de tribunal pénal international spécialisé pour les actes de terrorisme, pourrait être une réponse adaptée à la montée en puissance de toutes ces attaques en fait du terrorisme islamique. Alors, hélas non, parce que de plus en plus, et on l'a vu en Grande-Bretagne, on l'a vu en Allemagne et on le voit chez nous, ce sont nos nationaux, c'est-à-dire des gens qui, pour une raison ou pour une autre, se sont vus attribuer la nationalité française ou un permis de séjour qui passe à l'acte. Et s'il s'agit de gens étant sous couvert de la nationalité française ou d'un permis de séjour agissent en France, sur le sol français, on voit pas ce qu'un tribunal international a à voir là-dedans. Le tribunal international, il est utile et naturellement, on peut penser qu'il serait possible que le tribunal pénal international de La Haye se saisisse de cas de cette nature, mais il est utile, ce tribunal-là, pour des personnages comme Oussama Bin Laden, à supposer qu'il ait survécu, ou analogue. Le fait est que les grands seigneurs du salafisme sont fort peu nombreux aujourd'hui. Ils ont été ou éliminés par des tirs de drone, ou alors ils ont été tués dans des guerres civiles ou dans des guérillas. Il en reste encore quelques-uns en Afghanistan, comme le successeur d'Oussama Bin Laden, un Égyptien dont le nom de famille est Zawahiri, Aynan al-Zawahiri, mais le fait que Aynan al-Zawahiri soit jugé par un tribunal international et condamné à terminer ses jours en prison ne ferait hélas pas un seul attentat de moins ou de plus en France. D'accord. Et j'ai une autre question. Ça concerne le lien qu'il y a entre la petite délinquance, la prolifération de la petite délinquance et la montée en puissance des actes de terrorisme. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux phénomènes? Non, parce que, enfin, oui, mais extrêmement ténu, qu'on peut dire même statistiquement imperceptible. Le fait que des individus volent des scooters ou alors vendent de la drogue ou alors s'entretuent entre eux pour le contrôle d'une porte cochère dans laquelle ils vont vendre du hashish, ces actes-là arrivent au quotidien et heureusement les actes terroristes adviennent à un rythme, heureusement bien entendu, beaucoup plus lent, de l'ordre parfois de 1 par an ou d'un peu moins de 1 par an. Donc, si jamais
on est dans la logique d'éliminer la délinquance de droit commun pour arriver à éliminer le terrorisme. On se donne à soi-même un travail d'Hercule à accomplir parce qu'il faudra avoir éliminé, c'est-à-dire soit par la prévention, soit par la répression, la dernière des petites racailles de cité avant de pouvoir être tranquille dans le domaine des terroristes, ce qui est naturellement inenvisageable. De même qu'à un moment donné, nos braves amis socialistes sous Mitterrand et avec Jospin pensaient qu'il fallait réduire le chômage pour réduire la criminalité. Alors, ok, on considère que tous les chômeurs font une queue, une seule et unique queue. On imagine dans sa tête que le chômage en France, c'est des gens qui font la queue devant un guichet. Il faudra avoir éliminé toute la queue pour atteindre les individus qui, n'étant pas fascinés par le travail, préfèrent déjà aller attaquer des petites vieilles que d'aller travailler à l'usine. Donc, vous voyez la tâche. Si jamais il faut vider tout le lac pour arriver à pêcher un poisson, naturellement, on n'y arrive pas. Alors, ces logiques-là, je crois, hélas, que la seule voie qui nous est ouverte, qui nous est ouverte et qui, bien entendu, est légale, car nous sommes un état de droit et nous sommes tenus à un certain nombre d'impératifs légaux, est celle de cibler les individus qui sont suspectés de radicalisation et de suivre chez eux les prémices d'un passage à l'acte, ce qui s'appelle les signaux faibles. Quand les frères Kouachi se contentent de vendre du hash dans le 19e arrondissement de Paris, bon, c'est pas bien, mais c'est quand même pas très grave. Si jamais on les voit acheter une Kalachnikov, si jamais on les voit voler une voiture, et si jamais on les voit faire des repérages devant Charlie Hebdo, là, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. C'est ça les signaux faibles, c'est ce qu'on doit faire avant le passage à l'acte. Pas plus qu'en biologie, la génération spontanée n'existe en matière de terrorisme. Même le Tchétchène là qui coupe la tête du professeur Paty, il y pensait depuis un certain temps. Il y a des prémices, il y a des éléments précurseurs, et toute la difficulté consiste à repérer ces éléments précurseurs suffisamment précisément chez des individus radicalisés pour les arrêter avant qu'ils ne passent à l'acte. C'est à peu près la seule voie que nous ayons à l'heure actuelle ouverte. Je te mets le micro, Sébastien, parce que je crois que je vais mettre mon profil en public. J'ai un petit problème là. Oui, Loïc, on ne peut pas partager ton profil sur nos différentes pages parce qu'il est privé. Donc, comme c'est une page privée, il faut soit que tu mettes le post public pour que ça soit partagé, ou alors à un moment donné que tu aies une page publique, ce qui est mon cas. Hein. Enfin, moi, tu me suis sur mon profil, tu es mon copain sur Facebook, mais j'ai une page. Donc, tu gardes un profil privé avec des posts privés, personne ne peut partager. Voilà. Mais merci Xavier pour cette explication. Je vais essayer d'en retenir les grandes lignes et tu vas nous indiquer si on a bien compris. Ce que tu nous expliques, c'est que d'abord, il n'y a plus de grandes organisations type Al-Qaïda capables de nous refaire un 9/11 ou un Bataclan à l'heure actuelle. Il y a bien des individus qui se radicalisent avec quelques autres individus ou peut-être par Internet, mais on a quelque chose de beaucoup plus fluide et de très difficile à saisir et peut-être d'intensité un peu plus basse, même si c'est horrible de dire cela, vu quand même l'horreur de l'attaque terroriste récente. Ce que tu nous dis aussi, c'est que ça dépend beaucoup du contexte sécuritaire, mais qu'en même temps, on ne peut pas attendre que l'État soit capable, que l'État régalien soit enfin de retour et soit capable de réprimer, c'est un peu la théorie de la vitre brisée aux États-Unis, le moindre petit crime pour lutter contre le terrorisme. C'est certainement un État sécuritaire plus efficace, peut-être déjà plus efficace dans sa lutte contre la grande criminalité, contre les gangsters dans les banlieues. Est-ce que si on arrivait à contrôler un peu mieux ces gangsters des banlieues et à assécher en quelque sorte le marais, le vivier des criminels, est-ce qu'on arriverait mieux à stopper ces attaques terroristes? D'abord, il existe toujours Al-Qaïda, il existe toujours l'État islamique, mais par rapport à 2014-2015, ces entités terroristes sont extrêmement affaiblies. Je crois que un ami qui exerce des fonctions officielles m'a dit un jour que l'endroit où étaient réfugiés au Moyen-Orient tous les individus en question, c'est-à-dire le nord de la Syrie, cet ami qui a professionnellement l'occasion d'aller sur le terrain m'a dit que
entre 2017 et 2019, le camarade Poutine avait transformé le nord de la Syrie en parking. C'est-à-dire qu'il avait tout écrasé sous les bombardements à l'artillerie lourde. Et donc, beaucoup de terroristes ont été tués qui étaient susceptibles de venir porter le terrorisme en Europe et notamment en France à cette occasion. Donc, ces organisations, quoique affaiblies, existent toujours, mais leur capacité à agir en Europe et notamment en France a été sévèrement handicapée depuis maintenant 2 ans ou 3 ans. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, faute d'un terrorisme d'importation, entendons-nous bien, si jamais ces entités comme Al-Qaïda ou comme l'État islamique avaient la possibilité d'intervenir en Europe, ils le feraient volontiers. Mais ils ont été privés d'à peu près 70 ou 80% de leur efficacité et à l'heure actuelle, ils sont occupés à survivre dans les zones où ils sont encore implantés du Moyen-Orient, entre une partie de l'Irak et une partie de la Syrie, mais ils n'ont plus vraiment le temps de venir faire chez nous préparer des attentats. Alors, cette forme de terrorisme haut de gamme a été supplantée petit à petit par des individus qui, inspirés de ce qu'ils récupèrent sur Internet ou par leur jugeote personnelle, utilisent ce qu'ils ont sous la main, à Nice, un camion lancé dans la foule, un couteau, voilà, pour accomplir des actes de terrorisme bas de gamme. Ces actes sont affreux, ils nous font horreur, mais ils ne sont pas stratégiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en mesure de déstabiliser un état de droit comme l'est la France au point où il s'effondrerait. C'est-à-dire que ces actions-là sont vouées à l'échec. Et ces individus, généralement y laissant leur vie, comme le jeune Tchétchène de la semaine passée, naturellement, à chaque fois, ça fait un de ces individus en moins. Mais le danger stratégique, dirons-nous, est atténué, mais le danger tactique d'individus passant à l'acte avec des instruments terroristes aussi simples qu'un couteau de cuisine, évidemment, on aura beaucoup de mal à résorber cela complètement, quoi, certainement. Bien. Sébastien, a priori, on a un petit problème de partage. Je te propose qu'on bascule sur la page du parti Capillier. Si tu veux, mais c'est à toi de le faire. C'est toi qui as le contrôle de streaming. Je vais le faire, oui. Parce que là, c'est… Attends, hein. C'est toujours plus facile de partager sur Facebook à partir de pages publiques. C'est pour ça que j'ai aussi une page Sébastien Lay public ou 4 piliers que de profil privé. Ou alors sur un profil privé, tu as une option qui te permet de rendre ton post public, juste ton post. C'est la petite planète en haut à droite. Bon, d'accord, on continue comme ça. Je te laisse, je vais faire ça. Alors peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Xavier, à l'occasion de ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine, on a découvert aussi un individu qui était, alors il était aussi français, mais qui était d'origine tchétchène, qui était tchétchène. Par rapport à ce qu'on dit, et on a parlé, on sait très bien, les Français savent très bien qu'on a un vivier de terroristes potentiels, malheureusement, dans notre jeunesse immigrée. Ce qu'ils ont réalisé aussi, c'est que par notre politique d'immigration, et dans ce cas-là, cet individu, il avait 18 ans, et il est venu, je crois, à l'âge de 3 ans, c'est qu'il y a encore 15 ans, en fait, on était capable de donner du droit d'asile à des gens qui venaient de zones de conflit. Donc, on découvre qu'on a des gens directement ou via leur famille qui finalement ont été endurcis dans des zones de conflit où il y avait parfois des guérillas islamistes, comme c'était le cas en Tchétchénie, qui ont été importés sur le sol français. Est-ce que ça représente un vivier important aujourd'hui? Est-ce qu'il y a sur le sol français des gens comme ça qui sont revenus de zones de conflit, de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan ou de Tchétchénie, ou peut-être même des anciennes républiques yougoslaves, et qui pourraient être des individus extrêmement endurcis, capables de reconstituer des réseaux locaux ou de passer à l'acte de manière extrêmement violente, beaucoup plus finalement que la simple jeunesse immigrée d'origine algérienne ou marocaine radicalisée qu'on a pu voir à l'œuvre lors des précédentes attaques terroristes. Est-ce que c'est un risque? Et est-ce qu'il faut couper le vivier en remettant en cause le droit d'asile? Alors,
Premièrement, s'agissant de notre immigration traditionnelle venue de nos anciennes colonies, c'est-à-dire en gros Maghreb et Sahel, c'est-à-dire la bande sahélienne, c'est le Mali, au Sénégal, et le Maghreb, bien entendu, sont les 4 pays d'Afrique du Nord qu'on connaît bien. Il faut remarquer que depuis le début des troubles en Algérie, c'est-à-dire depuis les années 90, et le début des années 90, le nombre d'individus passés à l'acte en France pour des affaires de terrorisme, d'abord dans le cadre du groupe islamique armé et après ça, dans ce qu'on a vu entre la France et la Belgique à partir de 2015, le nombre de ces individus est quand même extraordinairement limité. Il y en a eu très peu. La France a historiquement, venant d'Algérie, la plus grosse immigration musulmane sur le sol français, une population qui, à la louche, hein, on les compte pas un par un, mais est à peu près 70% d'origine kabyle ou berbère, et en matière de religion, les berbères et les kabyles, j'ai aussi enseigné en Algérie, j'ai été souvent dans ce pays pour des conférences, ces gens-là ont avec l'islam des rapports à peu près analogues à ceux que les Français ont avec la religion catholique. On fait baptiser la petite et après ça, on va pas à l'église toutes les 5 minutes, quoi. Ils ont des rapports assez distanciés avec l'islam. Ça n'est pas, alors certes, l'exception qui confirme la règle, c'est que le groupe islamique armé, les principaux chefs du GIA, pendant que ce groupe était actif, ont été souvent d'origine kabyle, mais c'est une toute petite minorité. Les Berbères, en général, dont nous avons une partie en France dans notre migration, ont souvent des rapports assez distanciés et raisonnables avec leur religion. Ils la pratiquent dans la sphère privée, ils ne sont pas dans une optique de djihad pour recréer le califat, etc. Même chose pour les gens originaires du Sahel. Une grande partie des musulmans du Sahel, des musulmans, l'immense majorité même des musulmans qui viennent du Sénégal ou du Mali sont des soufis, à savoir des gens dont la tradition religieuse s'inscrit dans le cadre de confréries. Dans le cas du Sénégal, les mourides ou les tidianes, ce sont des gens parfaitement pacifiques, parfaitement doux, et qui eux-mêmes sont horrifiés par les actes d'Al-Qaïda, de Boko Haram en Afrique ou de l'État islamique. Donc, les Britanniques sont dans une position plus délicate que nous, car la grande majorité des Pakistanais de ceux qui notamment sont en Grande-Bretagne, ont avec leur religion des rapports beaucoup plus militants, si vous voulez. Il y en a beaucoup qui sont quand même plus militants qu'en France. Donc, alors, vous allez me dire, et vous avez raison, qu'il suffit de pas être beaucoup pour semer la terreur, et effectivement, même les petits noyaux peuvent poser des problèmes, mais je crois que la France a été imprudente en ne triant pas les individus aguerris qui venaient de zones de combat. Je pense qu'à un moment donné, on s'est fait plaisir en narguant Poutine, en accueillant tous les Tchétchènes possibles et imaginables, y compris même ceux qui pouvaient avoir un passé dans les guérillas, et y compris même ceux qui étaient aguerris. Aguerris et radicalisés, ce sont deux choses différentes. Hein. Il faut bien avoir ça dans la tête. Radicaliser, c'est qu'on pense que faire des dessins dans Charlie Hebdo, c'est atroce, et qu'on insulte le prophète et qu'il faut le venger, mais tout ça, c'est de la théorie, si vous voulez. C'est-à-dire que le fait de penser que la couverture de Charlie Hebdo est une abomination et qu'il faut venger le prophète, ça vous fait pas savoir vous servir d'une Kalachnikov. Et là, naturellement, des gens aguerris ou nés dans des milieux dans lesquels le fait de tuer est un acte, si vous voulez, courant de la vie courante, de la vie, je veux dire, dans le cadre des vengeances familiales, dans le cadre des vendettas, dans le cadre de pourquoi t'as regardé ma sœur, etc. Donc si déjà là, le fait de tuer peut être considéré comme envisageable, à partir du moment où on a injurié le prophète, alors à ce moment-là, ça devient un acte naturel. Le fait d'avoir fait rentrer sur notre sol des individus
on parle pas des vieilles dames tchétchènes ou des petits vieux ou des femmes seules, etc. Bon, là, il faut être charitable. Si jamais il faut les accueillir chez nous, on les accueille. Mais les jeunes radicalisés et les jeunes aguerris, venant de tous les pays qui ont connu des guérillas ou des guerres civiles, c'est très dangereux. Et là, on s'en rend compte. Alors, Xavier, j'ai une question là. J'ai Cédric qui nous demande quelle solution vous proposez, quelle solution concrète là à court terme vous pourriez proposer pour enrayer cette vague d'attentats et cette flambée de violence. Obliger le renseignement intérieur à faire plus attention qu'il ne le fait aux hybrides. Le renseignement intérieur a un peu de mal avec le concept d'hybride. Les hybrides, c'est le Tchétchène en question, c'est Mohamed Merah et tous ceux entre-temps qui ont fait le couler de sang vent, les Abdeslam qui étaient des voyous de droit commun et qui se sont après ça fanatisés, et donc les obliger à faire attention aux hybrides et à déceler chaque fois qu'un individu qui a une logique de droit commun, un petit voyou, si vous voulez, chaque fois qu'un petit voyou comme ça commence par la suite à montrer des signes concrets, pas tout le monde peut aller à la mosquée, ça regarde la vie privée des gens. Par signes concrets, j'entends essayer d'aller dans une cité, se procurer des armes, voler des voitures et accomplir des actes comme ça qui peuvent servir à faire plus tard des attentats. Ça, naturellement, c'est très problématique. Et je crois qu'à partir du moment où on voit des individus tourner autour d'une école cherchant à se faire identifier à un professeur parce qu'il a soi-disant injurié le prophète, là, naturellement, le danger est immédiat. Je crois qu'on ne sait pas encore suffisamment bien saisir à temps, c'est avant que le sang ait coulé, les signaux faibles de cette nature. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est renforcer la capacité de... C'est pas la peine de recruter du monde en plus, on en a bien assez. C'est bon, ça va, mais il faut simplement dire à ces gens-là qu'il faut qu'ils se concentrent plus sur les signes concrets du passage à l'acte d'individus qui ont un passé dans la criminalité de droit commun. C'est là qu'il y aura le gisement le plus important de ceux qui nous intéressent. Merci beaucoup. Eh bien, on a le plaisir d'accueillir Stella. Stella, il faudrait que tu... Voilà, formidable. Bonsoir. Ben, vraiment, on est ravis de pouvoir échanger avec toi. Je dois vous quitter. Je vous souhaite bon courage à Stella qui me succède et à très vite. Merci Xavier, à très bientôt. Au revoir. Bonsoir Alors, Stella. Stella, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes et puis après, on aura certainement très rapidement des questions des spectateurs auxquelles tu pourrais répondre éventuellement. D'accord. Alors, je m'appelle Stella Kamga et j'étais connue en juin par rapport à mes positions contre la montée du communautarisme en France et notamment contre les actions de la FDNA, de la famille Traoré et des coloniaux tels que Rokhaya Diallo et Obono et toute cette clique qui se prétendent être de gauche mais qui en réalité sont des partenaires, on va dire, d'une espèce de clientélisme électoral en France et qui sont champions en victimisation. Voilà. Dans ma vie personnelle, je suis étudiante à l'ICEP de Lyon, l'école de Marion Maréchal. C'est une expérience nouvelle pour moi. Donc, je m'imbibe un peu dans la société et j'ai pour projet de devenir la future Christine Kelly. Voilà. Bon, bien, quelle belle ambition. Magnifique. Donc, ambition journalistique, alors, Stella. En effet, oui. Média. Politique. Super. Non, mais il faut mener le combat de partout. Ça peut être dans l'associatif, ça peut être dans les médias, ça peut être dans la politique. On a besoin de gens comme toi dans les médias. À chaque fois que tu passes, j'ai vu tes vidéos sur Front Populaire ou ailleurs, il y a vraiment beaucoup de gens qui te suivent et on est très heureux que tu sois avec nous et on veut mettre en dialogue avec toi, que tu nous amènes des idées aussi et un point de vue original. Bonsoir Laurence qui nous a rejoint. Bonjour Laurence. On vient à peine de finir le premier segment avec Xavier Rofer consacré à criminalité et terrorisme. Là, avec Stella, on va parler plutôt terrorisme et immigration ou intégration de la jeunesse. Et après, avec toi, d'ici un quart d'heure, quand Stella devra nous quitter, on abordera plus spécifiquement la question de l'éducation, de la laïcité.
Donc Stella, ce qu'on aimerait comprendre avec toi, ce que tu dis souvent dans tes vidéos, et après on va prendre les questions aussi de l'audience, c'est comment toi tu expliques, parce qu'on voit, tu as quand même un jugement, une opinion bien trempée sur cette jeunesse française d'origine étrangère qui ne joue pas le jeu en fait du patriotisme, de la nation, etc. Comment tu expliques toi cette jeunesse en déshérence? Ça vient d'où? Qu'est-ce qu'on a loupé en France? Alors, déjà, le patriotisme, c'est pas un jeu. Et le patriotisme, c'est où on le ressent ou on ne le ressent pas. On le vit aussi dans l'âme et c'est un devoir. C'est-à-dire qu'on est engagé, on veut, même si on essaye par tous les moyens, et je sais de quoi je parle, de ne pas donner son point de vue parce qu'on ne veut pas se faire voir sur les réseaux sociaux, à un moment donné, quand ça brûle, comme au fond de l'âme, comme dans les tripes, il faut que ça sorte. Parce qu'il faut prendre la parole et il faut dénoncer ce qui est horrible et qui, d'une manière ou d'une autre, handicape la société. Alors, le fait aujourd'hui, actuellement, qu'il y ait une jeunesse qui ne se sente pas concernée, surtout du côté de l'immigration, premièrement, moi, je dirais que c'est la faute aux parents. Premièrement. Et je pense que Laurence qui est là, qui va nous entretenir après sur l'éducation, est peut-être d'accord avec moi, je pense, mais je pense que c'est d'abord la faute aux parents. J'ai discuté avec des parents d'origine, qui sont issus de l'immigration et qui sont d'une génération, on va dire deux décennies en arrière, voire 3 décennies, et qui pensent de la même manière que moi. Ça veut dire que entre 20 dernières années ou 10-15 dernières années, il y a eu un gap, il y a eu un problème, il y a eu une fracture et il y a eu de nouveaux parents qui sont arrivés en France et qui ne sont pas arrivés en France pour des meilleures raisons et qui s'installent, qui travaillent peut-être dur pour certains et pour d'autres qui ont cette haine aussi de la France qu'ils ont transmis à leurs enfants. Moi, par exemple, je suis jeune, je suis arrivée, j'aime ce pays, j'aime les Français. Et je pense que si j'ai un enfant demain, je ne lui dirai pas de cracher sur la France. Limite, s'il le fait, je serai son premier adversaire. Et ça, c'est l'éducation que ma mère m'a donnée, c'est-à-dire que ma mère étant enseignante, et je n'arrête pas de le dire, toute ma vie académique, le premier conseil et ultimatum en même temps que ma mère m'a donné, c'est ne manque jamais de respect à un enseignant. Parce qu'à la minute où je manque de respect à un enseignant, tu me manques de respect à moi. Donc, ma mère, elle ne voudra pas savoir si l'enseignant a tort ou il a raison. Sa première question, c'est est-ce qu'elle vous a manqué de respect? Donc, pour moi, c'est l'éducation. De la même manière qu'on éduque un enfant, c'est de la même manière qu'on éduque la future société, donc la société de demain. J'ai vu des vidéos, c'était horrible, limite ça m'a fondu le cœur de voir de jeunes enfants issus de l'immigration, noirs, arabes et tout, qui ne se sentaient pas français, qui mettaient leur pays d'origine avant la France et pourtant ils n'avaient jamais mis les pieds dans leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils sont nés en France, mais ils n'ont jamais mis les pieds dans leur pays d'origine, par exemple. C'est là, on a une question pour toi. On a un spectateur qui demande si, d'après toi, les jeunes issus de l'immigration, ils ont les moyens de s'intégrer. Est-ce que l'État français a suffisamment les moyens de l'éducation? Oui. En tout cas, si vous voulez, parce qu'il y a une chose aussi, vous me pardonnerez l'expression, qui caractérise un peu trop les Français, et là, pour le coup, je fais une généralité, vous me pardonnerez si je me trompe, c'est qu'ils ont tendance à se plaindre énormément. Moi, je viens d'un pays où l'éducation est chère. Ce n'est pas donné à tout le monde. La preuve, c'est que l'Afrique en général a un potentiel de main-d'œuvre qui est oisif, qui ne fout rien, tout simplement parce que l'accès à l'éducation est énormément cher. Moi, j'arrive en France, et la première chose que j'apprends, c'est que de la maternelle jusqu'au collège, l'école est gratuite. Ce que je n'avais pas connu ailleurs. Il y a des écoles qui sont gratuites en France. Donc, je ne sais pas ce qu'ils attendent que l'État français fasse de plus par rapport à eux. En outre, moi, je suis arrivée en France, j'ai eu accès à des écoles qui étant au Cameroun, je n'aurais pas pu avoir accès. C'est-à-dire que j'ai fait l'île
j'ai fait HEIP, où la pension était entre 7 500 et 8 000 euros. C'est-à-dire que moi, arrivé en France, issu de l'immigration, j'ai fait des écoles plus chères, même que certains Français qui savent même pas, qui n'ont pas fait le même type d'école que moi. Donc, en gros, voilà. Donc, en gros, si pour certains qui ont la hauteur de leur bourse, comme je le dis souvent, ils peuvent même aller à Harvard s'ils veulent. Ils peuvent aller partout, ils peuvent faire n'importe quelle école. En fait, un des problèmes en France, c'est que les gens ne se rendent pas compte de l'argent qui est mis dans l'éducation. Mais en fait, effectivement, ce n'est pas un problème de moyens. Cette impression de gratuité, elle est complètement artificielle en quelque sorte. Hein. C'est ce que j'allais dire, c'est que l'État français, sincèrement, comparé à bien d'autres pays, et je sais de quoi je parle, franchement, il y aurait le même système en Afrique où tout le monde peut aller à l'école, je peux vous garantir que les choses seraient quand même un tout petit peu différentes. D'accord? En France, il y a des budgets alloués aux étudiants, aux élèves. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans les musées, dans les bibliothèques, parfois gratuitement, parfois à tarif réduit. Tout est fait de telle enseigne que l'élève et l'étudiant, même s'il paye, ne paye pas des tarifs chers et des tarifs qui l'empêcheraient de faire ce qu'il veut. Moi, je suis arrivée en France, j'ai visité des musées, j'ai voyagé, j'ai découvert des villages, Le Mans, Alger, Rouen. Je suis partie en dehors de la France parce que j'avais soif de découverte et je l'ai toujours. C'est juste le confinement, le Covid qui m'a un peu freinée. Donc, en gros, si moi, j'ai pu le faire, comment ça se fait que ceux qui sont nés ici, qui ont la nationalité, qui ont les papiers nécessaires, parce qu'à la différence de nous autres qui venons d'arriver, on a encore le gap des papiers. Je suis peut-être en situation régulière, mais il faudra que je change de statut bientôt, il faut que je trouve un travail, et ainsi de suite. Donc, eux, ils n'ont pas ce stress-là en plus. Alors, comment ça se fait que eux, ils n'ont pas ce stress-là? Il suffit juste qu'ils embrassent tout ce que la France a à leur offrir en matière de possibilités, ils ne le font pas. Ils choisissent de dealer, d'agresser, de déboulonner, de cracher, d'insulter. Et la pire insulte qui soit, personnellement, c'est comme ça que je le percevrais, c'est de se mettre devant une caméra et de dire que leur pays d'origine vaut mieux que la France. Alors que tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils vont devenir, ils vont le devoir à la France et pas à leur pays d'origine où jusqu'ici, ils n'ont jamais mis les pieds. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a souvent une posture un petit peu victimaire qui est pas forcément justifiée, bien entendu, hein, puisque il y a quand même des prestations sociales très généreuses en France. On est réputé pour ça. C'est peut-être même, c'est une question que j'aimerais te poser. C'est est-ce que tu penses que la France est trop généreuse et parfois, eh bien, ça pourrait devenir contre-productif et attirer des gens qui n'ont pas vraiment envie de s'intégrer? Oui, je pense. Moi, je dirais pas qu'elle est trop généreuse envers tout le monde. Pour moi, la France est trop généreuse envers les mauvaises personnes. C'est mon point de vue. Parce que en tant qu'étudiante étrangère, les étudiants étrangers n'ont pas d'aide en dehors, par exemple, de l'aide à l'APL pour payer les loyers. Et l'aide à l'APL a encore été diminuée. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur un loyer de 650 €, je percevais 130 €. Je ne crache pas sur 130 €, mais honnêtement, si tu ne peux pas payer 650 € de loyer et que tu ne reçois qu'une aide de 130 €, il y a bien au moins 500 € que tu dois trouver de plus, ou 420, je ne sais pas quoi. Donc, la France n'est pas généreuse envers tout le monde. Enfin, la France n'est pas généreuse est généreuse, si vous me permettez, envers les mauvaises personnes. C'est-à-dire, la France encourage les gens à accoucher dans les mauvaises conditions parce qu'il y a des femmes qui ils sont issues de l'immigration et qui font des enfants uniquement pour percevoir des aides et qui vivent de ces aides-là. Il y a des personnes qui sont issues de l'immigration, qui perçoivent et qui touchent des aides parce qu'elles se prétendent réfugiées, immigrées, de guerre ou je ne sais pas quoi. Et il y a même des fraudes aux allocations et j'en passe. Les personnes qui sont honnêtes, qui essayent de bien faire les choses et qui essayent de s'en sortir ont plus de mal, en tout cas, à émerger du côté des aides qu'autre chose. Moi, c'est ce que j'ai vécu, en tout cas, ça c'est mon expérience. Après, moi, personnellement, je ne suis pas en train de dire que j'ai besoin d'aide ou quoi que ce soit, non. De toutes les façons, ils vont toujours prendre la phrase par excellence en disant « Oui, tu viens d'arriver,
tu sais pas de quoi tu parles. Nous, on a vécu ici depuis longtemps. Discrimination au logement, discrimination à l'embauche et tout ça. Oui, mais attendez, la vie n'est facile pour personne. Si la vie était rose pour tout le monde, je pense que ça se saurait. Donc, en gros, les difficultés que vous éprouvez, je pense qu'un Français lambda qui traverse des situations difficiles éprouve les mêmes difficultés. Donc, vous n'avez pas le monopole, en fait, de la discrimination, de la difficulté à avoir un logement ou je sais pas quoi. Donc, voilà, quoi, c'est bon. C'est vrai, j'ai l'occasion très régulièrement de discuter avec des personnes de nationalité tunisienne qui sont venues en France pour travailler. Ils m'ont tous certifié et ils me certifient systématiquement que ceux qui veulent trouver du travail y arrivent en permanence. Donc, il y a pas vraiment de problème ou de difficulté. Enfin, il y a toute une mythologie qui s'est créée sur l'impossibilité de s'intégrer par le travail. Et moi, j'ai vraiment la... C'est un énorme mensonge. C'est un énorme mensonge. La première année, cette année, en réalité, depuis mars, c'est-à-dire depuis le premier confinement à cause du Covid-19, c'est la première fois que depuis quoi, 4 ans que je suis en France, que j'ai du mal à trouver du travail. Mais c'est uniquement parce que les entreprises, à cause du Covid, font attention, n'embauchent pas n'importe comment, il y a des restrictions de budget, tout le monde va en télétravail, du coup, c'est pas évident. Oui, là, c'est autre chose, c'est une situation, d'urgence, il y a des restrictions d'urgence. Donc, je ne vais pas dire que parce qu'aujourd'hui, je ne trouve pas du travail à cause du Covid, je vais dire, ça y est, on me discrimine à l'emploi. Mais avant ça, j'ai fait toutes les classes de travail. J'ai fait le ménage, j'ai fait la caisse, j'ai travaillé en entreprise, en secrétariat, au thésariat et tout. Donc, c'est facile. Moi, j'ai signé un CDI une seule fois. Et après, je suis partie du CDI parce que j'avais plus de facilité à trouver des missions d'intérim. Je ne pouvais même pas m'imaginer qu'en France, moi, actuellement, j'aurais du mal à trouver du travail. Pour vous dire à quel point c'est facile de trouver du travail. Sauf bien sûr en cas d'urgence, comme nous sommes en cas d'urgence. Et je pense que le cas d'urgence, ça touche tout le monde. Ça ne touche pas que les minorités. Donc, encore une fois, victime imaginaire. C'est ça, c'est de la victimisation. Et c'est vrai que même en termes de salaire, il y a vraiment moyen, sans avoir la nationalité française, de trouver facilement du travail. Ce que je vois, moi, c'est les gens, ils arrivent à toucher 2000 € net sans problème. Ça dépend du travail que tu fais. Il y en a qui touchent plus. C'est ça. Il y a moyen. Il y en a qui touchent plus. Il y en a qui arrivent à cumuler plusieurs emplois. Enfin, même un seul emploi, ça dépend du diplôme que tu as. Je veux dire, on ne va quand même pas payer, je ne sais pas, moi, une femme de ménage au même titre qu'un ingénieur. Je suis désolée, vous m'excuserez. Donc, du coup, ça dépend de ton background intellectuel. Si tu as un diplôme à faire valoir et une compétence à faire valoir, tu recevras le salaire à la hauteur de ton diplôme. Donc, on ne va pas payer, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui n'a pas fait d'études au même titre que quelqu'un qui a fait des études poussées. C'est absurde, ce serait même injuste. Sébastien, c'est toi qui as bloqué ton micro. Non, j'attendais que tu me redonnes la parole, tout simplement, parce que je suis administrateur, donc je ne veux pas m'imposer dans le dialogue. Et puis, j'ai écouté Stella. Merci pour cette intervention, Stella. Comme le thème général, c'était l'insécurité, le terrorisme aussi, je sais que la question est très difficile, mais tu nous as décrit ce ressentiment tel qu'il était prégnant, je dirais, chez la jeunesse immigrée, et tu nous as expliqué pourquoi tu ne le comprenais pas. Maintenant, quelle interprétation personnelle tu fais, toi, de ce passage à l'acte entre le ressentiment, qui, on le sait, est assez partagé en France dans cette jeunesse d'origine immigrée, à l'égard du pays d'accueil, et ce passage à l'acte, cette violence du terrorisme? Comment tu l'interprètes, toi, de ton côté? Est-ce que tu y vois juste un fait social? Est-ce que c'est un problème plus religieux finalement? Est-ce que c'est l'immigration en général? Comment tu interprètes ce fait terroriste et ce qui s'est passé il y a encore quelques jours? Le fait que l'immigration soit un problème, je le dis. Aujourd'hui, je pense que le véritable problème de la France, ce n'est pas tant l'immigration, quoique l'immigration fait partie du problème, mais ce n'est pas que l'immigration. Il y a des personnes de nationalité d'origine française qui encouragent les faits, notamment les Jean-Luc Mélenchon. Je suis obligée de citer pour le coup les députés Obono et toutes ces personnes-là. Ça, c'est des personnes qui facilitent la montée du communautarisme en France et qui sont françaises. Donc, si en plus d'avoir un problème avec l'immigration, on a des personnes qui sont français et qui encouragent la dissidence et le séparatisme dans la société, il y a un gros problème. Donc, ce n'est pas que l'immigration qui est un problème. Il faut aussi faire le ménage
dans le camp, on va dire, des Français même, des gens qui, de par leur comportement, de par leurs actions et de par leurs mots, leurs discours, sèment notamment la discorde au sein de la société. Ils n'ont pas un discours qui tend à fédérer ou à réunir. En plus, maintenant, les jeunes actuellement, je pense qu'il y a un souci de rééducation. C'est-à-dire que si peut-être les parents ont échoué dans leur rôle d'éduquer, d'informer, je pense qu'il est important de confier le rôle peut-être aux enseignants et aux encadreurs à l'école. Et je pense que là, c'est Laurence qui nous aidera mieux à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a un souci de rééducation parce que les enfants aujourd'hui ne cherchent plus. Ils ont leur téléphone, ils ont Snapchat, ils ont TikTok et ça suffit pour eux pour être au courant des affaires. Ils ne cherchent pas en profondeur. Ils s'en foutent véritablement du fond, de la vérité, de ce qui compte. Ce qui compte en réalité, c'est les on-dit. Ce qui compte, c'est les rumeurs. Ce qui compte, c'est le discours de oui, si vous êtes des nullards, si vous réussissez pas dans votre vie, bah, c'est pas de votre faute, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de la France. Mais non, à un moment donné, ils vont pas continuer comme ça éternellement. Et il y a aussi un sentiment qui commence à naître, ou du moins ce qui était déjà là depuis, mais que les Français n'arrivaient pas à exprimer, c'est la colère. Et cette colère est légitime. Je suis peut-être issue de l'immigration, mais je vais comprendre. C'est-à-dire que pendant longtemps, ils se sont tus. Pendant longtemps, ils ne l'ont pas ramené parce qu'on leur a expliqué qu'ils sont racistes, ils n'ont pas à parler. Et pour peu qu'ils s'exprimaient sur les sujets de la société, on les taxait de fachos et tout ce que ça comporte. Sauf que maintenant, ils en ont rien à foutre en fait si on les taxe de fachos ou pas. Maintenant, il faut que les choses se disent et les choses vont se dire. Il ne faudrait juste pas qu'on arrive à un point où la colère soit tellement là et insupportable qu'ils décident que bon, maintenant, on ne veut plus rien entendre, plus de place au dialogue, vous allez vous faire foutre et chacun reste dans son coin. C'est là où il ne faudrait pas en venir parce que la France, c'est un pays d'accueil, c'est un pays qui aime, les Français, c'est des personnes adorables. Moi, je n'ai côtoyé que des personnes adorables, en fait. Donc, si on en arrive au point où eux, ils ne veulent justement accueillir parce qu'ils en ont marre, en fait, d'être en gros les dindes de la farce, les dindons de la farce, je sais pas, j'oublie l'expression. C'est là que ça va poser un problème. Les fractures qui sont déjà là, ce ne sera plus que des simples fractures, ce sera des fossés. Et pour refermer ça, ce sera compliqué. Donc, il ne faudrait juste pas qu'on en arrive là. Il faut une rééducation de la jeunesse. Il faut mieux les impliquer, mieux les intéresser à la chose politique, à la chose économique, du moins à tout ce qui concerne le fonctionnement du pays. Il faut qu'ils se sentent intégrés et participants à la chose. Si on les laisse toujours de côté et qu'ils continuent d'écouter les discours de oui, c'est pas votre faute, c'est la faute des autres, on aura ce qu'on a là et ça va aller de mal en pire. Et oui. Et donc, au niveau de ce qu'on pourrait faire vis-à-vis de l'école, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Stella? Est-ce que tu penses qu'on devrait remettre des cours qui développent spécifiquement l'adhésion au projet national? Qu'est-ce qu'il faudrait changer d'après toi au niveau de l'école? Déjà, au niveau de l'école, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrête la langue de bois. Il y a beaucoup de cours, de leçons qui vont être supprimés ou qui ont été supprimés sous prétexte qu'il ne faut pas, comment dire, offusquer les minorités. Il y a encore aujourd'hui un buzz au Canada parce qu'un professeur aura employé l'expression nègre ou négro, il me semble. À un moment donné, non. L'histoire, c'est l'histoire. Et l'histoire est là juste pour nous rappeler que dans l'histoire, justement, il y a des personnes qui ont pris des décisions et ils ont foutu le bordel dans le monde. Et maintenant, il faut essayer de regarder à cette histoire pour justement ne pas retomber dans les mêmes travers. Ça ne sert à rien de supprimer les leçons. Ça ne sert à rien de upgrade et de faire des choses de façon technologie, nouveauté, tout ce que ça comporte et d'oublier les grands classiques. Il faudrait mettre les étudiants, les élèves en face aussi de leurs responsabilités parce que ce n'est pas des bébés. C'est peut-être des bébés, des adultes en devenir, mais à un moment donné, il faudrait qu'on les traite tels qu'ils sont. Il ne faut pas qu'on continue de penser que leur cerveau n'est pas capable de recevoir des informations, on va dire un peu choc, mais non. Il faut leur dire la vérité. Il
faut arrêter de supprimer les leçons et il faut arrêter surtout de décapiter les profs parce qu'ils mettent des leçons en place et d'expliquer aux élèves que voilà ce qui est arrivé dans l'histoire ou pas. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. L'éducation, c'est important. Ensuite, par rapport aux établissements qui sont dans les quartiers dits sensibles et difficiles, moi, il y a 2 personnes que j'ai suivies par rapport à ça. C'est Nadia Redmana qui nous expliquait qu'il y a des établissements aujourd'hui en France où on n'enseigne pas l'histoire, la géographie, tout ça, on enseigne le Coran. Ah bon? Oui, il faut écouter Nadia Redmana. Elle s'appelle Nadia Redmana, la brigade des mères. Elle l'a détaillé. Il y a des établissements en France où le surveillant général approche les élèves pour leur demander pourquoi est-ce que tu n'es pas passé, on ne t'a pas vu à la mosquée hier. Hier, c'était vendredi. Ouais, donc, il y a de l'entrisme, en fait, directement dans l'éducation nationale. Exactement. L'éducation nationale est infiltrée et est pourrie. Ce n'est pas normal qu'il y ait des professeurs qui prennent parti, qu'il y ait des professeurs qui, même quand ils parlent de géopolitique et tout ça, ils prennent parti, ils expliquent les choses à leur guise. Moi, déjà, en tant qu'étudiante, j'ai essayé de rentrer dans des facs où déjà, rien que la page d'accueil de l'université, c'est l'écriture inclusive. On dirait qu'il y a une fatwa qui est lancée pour essayer de convertir les étudiants à un dogme écolo-islamo-gauchiste. Quand c'est comme ça, c'est sûr que les prochaines années, ils ne formeront que des futurs petits Mélenchon. Et on aura des futurs petits Mélenchon à tout va partout en France. Donc déjà, à ce niveau-là, l'éducation, elle est compromise. Tous les cours sont préférentiels. Il n'y a plus d'impartialité dans les cours et on choisit des cours qui, en réalité, ont vocation à abrutir les étudiants et à leur donner des idées farfelues et tordues. Et puis, on s'étonne que, voilà, il y a des étudiants qui crachent et qui détestent la République. Est-ce que Attends, justement, à ce sujet, Stella, est-ce qu'on va peut-être donner la parole à Laurence pour que Laurence nous explique en fait comment l'éducation nationale a perdu ce combat de la laïcité depuis plusieurs années. Tout le monde s'est réveillé avec l'attentat de Conflans, mais en réalité, ça fait déjà plusieurs années. Tu as donné des exemples d'écoles où on s'écartait des fondamentaux, en fait, et je pense qu'il y a plusieurs enseignants, dont Laurence, qui ont remarqué sur le terrain, qui ont cédé en fait aux islamistes et qui ont cédé sur ces questions de la laïcité. Et c'est sur ce sujet-là qu'on a voulu inviter ce soir Laurence. Ah, Laurence, je te remets le micro. Voilà. Ça y est, c'est bon. C'est bon? Oui, je disais que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignante et effectivement, moi, je ne me suis pas réveillée récemment, je me suis réveillée il y a quelques années, essentiellement sur une question qui n'a rien à voir avec la laïcité, c'était à l'occasion des rythmes scolaires, parce que à la base, je suis économiste et que donc j'ai un regard distancié sur les choses et que je me doutais qu'on allait aller dans le mur puisqu'il y avait de grandes inégalités territoriales qui allaient creuser les inégalités de l'école. Donc, c'est comme ça que je me suis réveillée et de là, j'ai commencé à lire, à échanger, à être sur les réseaux sociaux et les autres questions se sont imposées à moi. Alors, cette histoire de la laïcité, le renoncement a été progressif, en ce sens que pendant très longtemps, la question ne se posait même pas, puisqu'il y avait une culture d'entreprise, entre guillemets, qui était évidente pour tous les enseignants. On n'avait pas besoin d'enseigner la laïcité aux futurs enseignants. Ils la vivaient, ils étaient dans un certain moule d'école républicaine et donc ils se la transmettaient par capillarité. Et surtout, les religions qu'ils avaient en face d'eux à l'extérieur dans la cité étaient des religions qui avaient aussi intégré ce rapport à la laïcité. La question s'est compliquée avec l'arrivée de l'islam en France. Donc, parallèlement, il y a eu cette pression de l'islam et il se passait dans l'école aussi une volonté de s'ouvrir vers l'extérieur, c'est-à-dire que l'école devait être ouverte sur la cité. Et à ce moment-là, on a vu arriver des slogans comme une école pour tous et pour chacun. Autrement dit, vous devez accueillir chacun à sa différence. Parallèlement, comme le disait Stella, il y a toute cette mouvance de l'islamo-gauchisme qui travaille également les enseignants, puisque les enseignants sont souvent de gauche. Donc, il y a en même temps ce climat qui s'est glissé dans l'école de la République. Ajoutons à cela la question de cette ambiance de touche pas à mon pote où on a commencé à inculquer une idée de victimisation aux populations immigrées. Et les enseignants se trouvent maintenant avec un conflit interne qui est de
mon âme d'altruiste, mon âme qui est de gauche, me pousse à accueillir tout le monde dans sa diversité, mais en même temps, il y a cette histoire de la laïcité. Et donc, lorsque je me promène, enfin, je me promène pas, j'y travaille, dans les différents établissements, lorsque j'échange sur les réseaux, je me rends compte qu'il y a une énorme hétérogénéité dans le rapport à la laïcité entre écoles et même au sein d'une école. Donc, il y a eu une volonté, parce que je pense que le ministre Blanquer en était conscient, de tenter d'homogénéiser les pratiques. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En janvier 2018, il a créé le Conseil des sages et il a demandé de rassembler dans un vade-mecum de la laïcité l'ensemble des textes en vigueur. Et il a annoncé qu'au mois de mai 2018, ce bréviaire, ce vade-mecum, avait été distribué à toutes les écoles. Et c'est là que se pose un problème, c'est dans le mot distribuer. Parce que si je vous dis on a distribué un vade-mecum, immédiatement vous pensez qu'il y a des ouvrages qui sont arrivés dans chaque école, des ouvrages, quelque chose de matériel, de relié, qui sera posé en salle des maîtres et vers lequel on pourra revenir. Et dans les faits, ce n'est pas du tout ça. Comme on travaille à l'économie, on a envoyé un mail parmi tant d'autres qui s'est noyé au milieu des autres. Donc très souvent, mais quasiment tout le temps, quand j'évoque le vade-mecum de la laïcité, mes collègues me disent mais qu'est-ce que c'est? Et puis, je vais vous raconter une anecdote qui est assez sidérante. C'est cette fameuse histoire des fiches 22-23. Beaucoup de gens m'ont vu obsessionnelle sur cette question-là sur les réseaux. C'est-à-dire que en octobre 2019, on choisit d'intégrer, le ministère et le Conseil des sages choisit d'intégrer une nouvelle jurisprudence qui permet de dire, souvenez-vous, les mamans voilées, pour faire court, ne doivent pas peuvent accompagner parfaitement, mais si elles ont un rôle pédagogique, elles ne peuvent pas le faire en portant leur voile. Et c'est pareil pour n'importe quel autre signe religieux. La chose, c'est que donc on a intégré très discrètement ce changement jurisprudentiel dans les textes à appliquer et dans les écoles. Il n'y a pas, comme dans les entreprises chargées d'appliquer des normes, une veille juridique qui alerte en disant attention, telle donnée a changé. Pas du tout. Ils changent dans le vade-mecum qui est en ligne une feuille, mais ils ne te le disent pas. Donc, toi, tu déjà, imaginez l'instabilité dans laquelle ça met. Il n'y a que sans doute Laurence David qui passe son temps à lire les textes et qui dit tiens, il y a un truc qui a changé. Et en changeant cette fiche, on a créé une incohérence juridique dans le vade-mecum, puisqu'on devait interdire, pour faire court, les voiles aux mamans qui avaient des rôles pédagogiques, mais on continuait à les autoriser aux intervenants extérieurs. Donc, c'était complètement aberrant. J'ai mis des mois à faire comprendre ça. Et c'est moi qui ai abouti à faire changer ça en parlant à un des sages du conseil rencontré en conférence, ce qui signifie que personne n'a lu ce document, que les inspecteurs ne l'ont pas lu, que les référents laïcité qui étaient le pilier nommé dans les inspections académiques ne l'ont pas lu. Si c'est moi qui m'en rends compte tout en bas de la chaîne. Donc on voit bien l'immatérialité des outils qui sont donnés et qui ne permettent pas aux gens de s'en saisir. Voilà. Plus sur... Oui, une question. J'entends plus. Tu as coupé ton micro, Loïc. Loïc. Tu as coupé ton micro. Voilà, merci. Oui, donc j'ai un internaute qui nous demande si une structure qui serait à taille plus humaine, donc lui il parle carrément de privatisation, donc d'écoles qui seraient plus autonomes, ce serait plus efficace pour éviter l'entrisme et pour résoudre ces problèmes et pour faire respecter ces problèmes de laïcité. En fait, l'idée, je pense, c'est que est-ce qu'en mettant de la responsabilité avec une échelle plus petite, ça pourrait améliorer les choses? Alors, il n'y a pas que la question de la responsabilité à une échelle plus petite. C'est-à-dire qu'un directeur, si vous prenez une très grosse école et un petit collège, vous vous trouvez avec des effectifs comparables. Là où au collège, il y aura une secrétaire, une gestionnaire, etc., le directeur, il est seul. Donc, rien que le fait d'imprimer pour tous ses collègues le vade-mecum, c'est compliqué. En plus, parfois, il n'a pas le budget pour le faire. Donc, c'est pas qu'une question d'autonomie des établissements. En plus, en faisant ça, on va se retrouver assez rapidement, mais après tout, ça peut être un choix, je n'ai pas d'avis là-dessus, avec des écoles, effectivement, coraniques qui se monteront. De la même façon que nous avons en France des écoles catholiques
où on pousse à fond la logique avec des récrés séparés. Il y en a, j'en connais une, des récréations séparées entre les garçons et les filles, avec de fortes exigences de tenue, c'est quelque chose de très traditionnel. Il y a la même chose avec certaines écoles juives. Stella vient de nous quitter. Bon, ben, merci beaucoup pour ton intervention, Stella. Désolé. Merci beaucoup, Stella. C'était prévu, c'est pour ça que je me suis permis. Nos invités avaient des plages horaires et ne pouvaient pas tenir toute une heure et quart du live citoyen. Mais en tout cas, merci à Stella et je lui enverrai une note personnelle en la remerciant pour cette intervention qui était vraiment précise et en même temps authentique, je trouve. Voilà. Est-ce qu'on on te laisse continuer, Laurence? Merci. Pourquoi pas, mais il faudra assumer que certains créent leurs propres écoles. Voilà, il faudra l'assumer. Et je crois aussi que dans le souci de revenir à une vision d'unité nationale dont parlait Stella tout à l'heure, il faut quand même qu'il y ait un référentiel commun sur un certain nombre de questions. Et je crois qu'effectivement, sur les programmes, eux aussi très dématérialisés, eux aussi écrits dans un vocabulaire assez abscon. Je crois, Loïc, tu es enseignant, donc peut-être pas sur une discipline qui permet des choses aussi amusantes que déplacement horizontal dans l'univers aquatique, pour dire aller à la piscine, mais bon, on connaît ce vocabulaire. Ça, oui, on connaît bien, on connaît bien. Oui, je crois, si je puis me permettre, Laurence, Loïc, sur la question de l'éducation, en fait, quand on parle, nous, d'autonomie, on le fait avec notre mouvement politique et citoyen 4 piliers, on parle beaucoup d'autonomie ou de responsabilité sur les méthodes, possibilité d'expérimenter, etc. Mais ça ne nie pas l'importance d'un corpus unique. Et pour le coup, la laïcité, elle fait quand même partie du corpus unique qui doit être enseigné de partout. Il y a de partout, normalement, des cours d'éducation civique. C'est cette logique-là, d'ailleurs, que cet enseignant à Conflans-Sainte-Honorine a suivi et on a vu comment ça s'est passé. Donc, l'idée, c'est plutôt sur cette question de la laïcité, même s'il devait y avoir plus d'autonomie et de responsabilité des chefs d'établissement, au contraire, d'avoir quand même un socle commun à tout le monde, comme le répétait Stella, et surtout, en fait, dans les endroits les plus pauvres ou dans nos banlieues, c'est surtout à ces endroits-là qu'il faut s'assurer que la laïcité est toujours enseignée parce qu'elle ne va plus de soi, comme pour la génération précédente. Comme tu l'as dit en introduction, aller de soi. C'est vrai, même moi, à mon époque, désolé de dire ça, j'ai 41 ans, je n'ai pas l'impression qu'on m'enseignait vraiment la laïcité à l'école. Ça allait de soi dans nos familles, dans notre vie. Et pourtant, j'ai grandi à Marseille. On pourrait se dire que maintenant, Marseille, c'est peut-être un des derniers endroits où ça va de soi. Mais à l'époque, dans les années 80, c'était encore à peu près le cas. Aujourd'hui, les gens ont perdu ces concepts-là. Et donc, on est obligé de faire un retour en force de l'État. Et ça ne veut pas dire ne pas avoir des établissements autonomes, parce qu'on va avoir des établissements autonomes qui ont un peu plus d'initiatives pédagogiques dans d'autres domaines, mais sur cette question-là, la laïcité, au contraire, on a besoin d'un tronc commun qui est assuré de partout sur le sol et le territoire français. C'est dans le cadre d'un État régalien qui reprend le contrôle de son territoire, c'est la réintroduction de la laïcité de partout sur notre territoire dans les programmes. Alors, j'ai Jean-Claude qui… ah mince, on a perdu Laurence. Donc, j'ai Jean-Claude qui… Ah, voilà. Donc, j'ai une question donc, d'un internaute qui dit puisque nous surveillons les mosquées qui posent problème, les mosquées salafistes, est-ce qu'on ne devrait pas faire un diagnostic pour certains collèges qui méritent, qui dérivent de la pédagogie républicaine? Donc, c'est une question pour Laurence. Ah oui, moi, je n'aurais aucun problème à accueillir dans mon établissement des gens qui viendraient vérifier. D'ailleurs, je pense totalement qu'il faut remettre de l'humain. Parce que même lorsqu'on parle de formation, lorsque le gouvernement dit qu'il forme, d'abord, déjà les référents à laïcité, vous l'avez peut-être vu, Jean-Pierre Aubin a dit, il les a formés à raison de 4 demi-journées et encore pas tous. Donc, imaginez la base, on est des milliers. Mais il faut remettre de l'humain, c'est-à-dire qu'il faut que les référents laïcité n'attendent pas à côté du téléphone qu'on les appelle. Il faut qu'ils aillent au-devant, qu'ils aillent dans les établissements, rappeler les règles de base les plus utiles et que tout le monde les entende en même temps. Et que aussi les enseignants puissent exprimer, parce que moi j'ai vécu récemment une formation où on déversait du savoir avec des slides PowerPoint sans laisser les enseignants expliquer leurs difficultés et leurs contradictions internes. Voilà. Et j'ai une autre question que je reformule, c'est est-ce que
on ne pourrait pas s'inspirer de ce qui fonctionne dans d'autres pays? Qu'est-ce qui pourrait être prometteur comme, comme méthode qui sont employées par des pays qui nous seraient limitrophes, par exemple? Alors, moi, je me méfie énormément de ce qui fonctionne dans les autres pays parce que les autres pays ont tous des contextes éducatifs très, très différents. Donc, la comparaison est très compliquée. Si on ne tient pas compte du taux d'encadrement, si on ne tient pas compte du fait, par exemple, qu'en Allemagne, c'est des gros groupes scolaires et nous, des toutes petites écoles, il y a plein de paramètres que l'on ne peut pas utiliser. Maintenant, des techniques pour essayer de construire la démocratie de l'école, il y en a. Je suis d'ailleurs impliquée dans un projet là-dessus dans ma propre école actuellement et cela peut se diffuser, mais il va falloir y mettre, on parle de moyens. Actuellement, moi je vis des formations qui sont soit en ligne, c'est-à-dire avec des slides de PowerPoint qui s'enchaînent, soit des conseillers pédagogiques qui sont des micros, enfin enregistreurs qui répercutent la bonne parole qu'ils reçoivent dans un fascicule, c'est-à-dire c'est même pas leur mot à eux, avec des PowerPoint qui viennent du ministère. Donc, il n'y a pas d'adaptation aux problèmes spécifiques de chaque école. Et ça, c'est un vrai problème. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est peut-être justement lié à une structure centralisée qui est déconnectée du terrain, finalement. Oui, tout à fait. Il y a un refus de faire remonter le réel parce que cette structure centralisée, il y a quand même beaucoup de gens qui ont réussi à s'exfiltrer des classes et qui ne comptent pas y retourner. Donc, forcément, voilà. Ouais, on constate que la structure centralisée, elle n'empêche pas justement les avancées, on va revenir un peu sur le terme du terrorisme, de certaines forces contre-républicaines au sein même de l'école. Bien sûr. Si on revient sur cette question du terrorisme, je sais que c'est une question extrêmement difficile, mais je vais quand même te la poser en tant qu'enseignante. Est-ce que les enseignants ont un rôle à jouer dans l'identification des radicalisations? Ils ne vont pas se substituer aux renseignements généraux, mais en même temps, c'est eux qui sont en contact, peut-être parfois, on l'a vu dans le cas de Conflans, avec des parents d'élèves eux-mêmes qui sont problématiques, des situations où on ne respecte plus la mixité, tout ça, ça peut apparaître à l'école, finalement, dans un milieu qui n'est pas forcément surveillé par l'État régalien. Est-ce que tu penses que les enseignants peuvent être nos alliés dans la lutte contre le terrorisme, ou est-ce que c'est juste trop dangereux et ils vont s'en laver les mains et on ne peut pas compter sur eux et c'est une question policière? Ils peuvent être des alliés, mais à partir du moment où les directeurs d'école sont évalués et les enseignants sur la capacité à avoir des rapports apaisés avec la population, il est bien évident que la tendance à s'accommoder de choses que l'on ne devrait pas tolérer est assez rapidement là. Déjà, si dans le référentiel qui évalue les enseignants, il y avait marqué comme un point important la capacité à faire vivre la laïcité et à être vigilant dans le contexte actuel français, je pense que les gens s'en sentiraient plus impliqués. Or, actuellement, bon, ça peut paraître un détail, mais par exemple, l'architecture des écoles ne tient pas compte de ce danger-là non plus. On continue à construire des écoles qui sont des terrariums, qui sont ouvertes sur la cité, ne permettant pas de sécuriser le périmètre en cas de problème. Il y a un fatalisme des enseignants qui disent « Oh, mais de toute façon, s'il veut rentrer, il rentrera. » Bien sûr, il rentrera dans la première école, mais les autres auront le temps de se mettre à l'abri si les locaux le permettent. Donc, il y a quand même un changement de vision de la société dans laquelle nous vivons qui est nécessaire, y compris dans le monde enseignant. Et lorsqu'on aura pris l'exacte mesure des difficultés et des choses graves qu'il se passe, on n'aura pas de mal à signaler quand on voit quelque chose d'anormal. Ça ira de soi. C'est pas de la délation, ça ira de soi. D'ailleurs, moi je constate, je l'ai vécu, j'ai vécu un cas où il y a eu un décès un peu inquiétant d'une petite fille et on a aussitôt creusé la question et fait remonter. Donc voilà, c'est déjà le cas pour certains qui sont lucides et éveillés sur ce que nous vivons en France. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde parce qu'il n'y a pas de volonté forte émanant de la hiérarchie. On est toujours sur la doxa du gagner du temps. Ça va tenir le temps d'un mandat, ça va tenir, voilà. C'est le parti que vous appelez le parti du statu quo. C'est exactement ça. Et donc, j'ai une autre question à te poser. Est-ce que tu penses que le politiquement correct, qui est très présent dans le milieu enseignant, donc le politiquement correct et cette espèce d'autocensure permanente qui évite de nommer les choses, est-ce que tu penses que c'est un point qui gêne vraiment
qui empêche de trouver des solutions à ces problèmes de radicalisation. Ah, je suis. Juste pour compléter ce que dit Loïc, comme ça tu réponds en même temps à 2 questions. C'est le politiquement correct et même au-delà, ne soyons pas nous politiquement corrects. Est-ce qu'une certaine gauchisation des esprits ou un certain progressisme à l'école pose problème? Voilà, et je te laisse répondre à 2 questions. C'est-à-dire que moi, qui n'ai pas ce politiquement correct chevillé au corps, bon, j'ai de l'humour, donc ça me sauve. Mais il est bien évident que quelqu'un qui voudrait être assez ferme sur la laïcité, qui voudrait se démarquer des autres, peut vivre une mort sociale selon les équipes pédagogiques auprès desquelles il travaille. Toujours parce qu'il y a cette hétérogénéité même au sein des équipes. Et ça, tant qu'on n'aura pas fait des groupes de parole, mais il faut des gens spécialisés, que chacun avance ses arguments et qu'on démonte ces représentations erronées chez les enseignants, tant qu'on n'aura pas mis les moyens là-dedans, ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas. Voilà. J'ai une autre. Là, c'est plus un constat de professionnel, hein, puisque nous sommes tous les deux professionnels de l'éducation. J'ai constaté que l'attrait du métier d'enseignant, eh bien, il diminue ces dernières années. Hein, les nombres de candidats au concours s'effondrent et les taux de démission augmentent en flèche. Ce qui fait qu'on constate que de plus en plus de personnes qui sont chargées d'enseignement, en fait, ne sont pas professeurs certifiés. Et ça peut poser un problème. Justement, je rebondis sur la question de l'internaute qui disait est-ce qu'il n'y a pas des établissements qu'il faudrait surveiller? Il est évident que quand on a affaire à des gens qui n'ont pas été soigneusement sélectionnés, on peut avoir des gens qui sont en zone grise. Hein, et je crois qu'une des clés du succès d'une lutte contre la radicalisation, c'est de soigner tout particulièrement le recrutement des professeurs. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, c'est vrai que je suis moins confrontée à ça parce que je vis dans une région privilégiée où le concours est très difficile à avoir, donc y compris le concours de professeurs des écoles. Et donc du coup, on a la crème, on a des gens qui ont envie. Et pourtant, on constate des démissions, notamment chez les stagiaires. C'est ça. Notamment chez les stagiaires, parce que c'est très, très compliqué. D'abord, tu le sais, nous sommes soumis à des injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'il faut faire tout et son contraire. Il faut accueillir les parents, mais il faut se fâcher quelquefois sur des histoires de laïcité. Et c'est très difficile comme métier. C'est très difficile dans le relationnel. Et surtout, je pense que un des points qui est assez pénalisant, c'est que les chefs d'établissement tournent tous les 5 ans à peu près dans les établissements secondaires et bon, c'est un secret de polichinelle, hein, mais tout le monde sait que finalement la suite de leur carrière dépend de leur capacité à ne pas faire de vagues. Et donc, oui. ça donne une tendance à mettre la poussière sous le tapis et à ne pas faire remonter des événements qui pourraient être gênants. Alors ça, c'est particulièrement vrai dans le secondaire. Dans le premier degré, ce n'est pas le cas puisque ce qui correspond à un principal de collège est un inspecteur chez nous et donc n'est pas sur place. Mais cette problématique existe. Oui, cette problématique existe avec une impossibilité pour les enseignants si l'inspecteur est dysfonctionnel, de s'adresser au-dessus. C'est très compliqué. Voilà, j'ai un inspecteur maltraitant ou j'ai un inspecteur orienté idéologiquement, ce n'est même pas pensable. Voilà. On reviendra sur toutes ces… Je sais qu'il y a énormément de problématiques en fait derrière la question éducative. On aura un live citoyen uniquement à l'éducation d'ici 3 semaines. C'est prévu, Loïc, dans notre agenda. On va revenir, Laurence, toi, plus longuement, d'autres personnes, pour parler uniquement de la question de l'enseignement. Là, on l'a abordé par la question, en fait, du climat général, insécurité, terrorisme. Donc, ce soir, on avait avec Xavier Roffer pour parler terrorisme et criminalité. Stella pour parler terrorisme et immigration, intégration. Et avec Laurence et toi, c'était un peu comment aborder cette question-là par le biais de l'école. Mais il y a plein de choses à dire sur l'école et on reviendra sur ça. On va mettre un terme peut-être à ce live citoyen. De toute façon, il est enregistré. On le retrouve sur les profils Facebook. Donc, même là où on n'a pas pu partager, Loïc, on va partager après. On partagera a posteriori. À cette information a posteriori, à ces 3 intervenants de qualité.
On se retrouve tous ensemble mercredi prochain vers 19h. Ça sera juste après les résultats, en espérant qu'on ait des résultats définitifs de l'élection américaine. Donc, on fera un live citoyen spécial sur les États-Unis. Puisque j'ai eu la chance de vivre 10 ans aux États-Unis, j'aurai des gens, nous la différence de temps en direct des États-Unis, des Français là-bas, un avocat, un journaliste aussi. Moi-même, je participerai au débat. Donc, on fera un super live citoyen sur les États-Unis. Et c'est ce que ça change potentiellement pour la France la semaine prochaine, donc quelques heures après les résultats des élections. Merci pour ta présence, Laurence. Et de toute façon, on te réinvite je crois que c'est prévu dans 3 semaines pour parler que. Parfait. Merci. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir les amis.